Bonjour, bienvenue sur la voie de Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai une forme comme ci, comme ça. Je reviens avec une courte lecture et voilà tout. Ah si, tenez, j'avais envie de dire, j'y pensais depuis quelques jours. J'ai dit quelques mots sur ce que je pensais de Manon Lescaut et du Manon de Georges Clouzot. Et en fait, je sais pas, il m'a semblé en tout cas que cette façon de pleurer, aussi bien peut-être de la part du Chevalier des Grieux dans Manon Lescaut que dans Des Grieux du Manon de Georges Clouzot, et en plus sa façon de traîner plutôt que de porter Manon. Je parle des scènes finales quand ils sont tous les deux. Ça me faisait penser à un petit enfant qui casse son jouet en fait, qui peut pleurer, qui est inconsolable. Mais quand on porte un être qu'on aime et qui vient de mourir, ou je suis pas sûre qu'on se comporte comme ça. J'en suis même certaine. Je parle pas des pleurs, hein. Il y a des gens qui pleurent plus ou moins, ça c'est pas... Non, c'est le tout. Très bien. Allons-y. J'avais envie de lire quelques extraits de différents livres. Je vais commencer par Marie Shelley, Que les étoiles contemplent mes larmes, Journal d'affliction, édition Finitude, traducteur Constance Lacroix. Et je voulais lire les entrées. J'ai ouvert, pas au hasard aujourd'hui, j'ai ouvert aux entrées de 1826, c'est-à-dire 200 ans avant nous. Et je vais vous lire parce qu'en fait j'ai constaté qu'il y avait très peu d'entrées. 1826, 4 août 1826, jour de naissance de Shelley. Il est étrange de me trouver ainsi, à mener une vie parfaitement uniforme et chaque jour un peu plus désespérée, quand je vois des changements incessants modifier constamment celles de tous mes semblables et des espérances, des perspectives sans cesse renouvelées s'offrir à certains d'entre eux. Accablé de contrariétés de tout ordre, j'aurai les cheveux gris avant le printemps si cette situation persiste. 5 septembre. Du moment que j'avale pas je sais pas exactement, j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. Je sais pas, ça avait pas l'air d'être un frelon asiatique non plus. 5 septembre. Un mois de quiétude. J'ai connu un long mois de félicité auprès de ma plus chère amie à Brighton, et il m'aura pourtant fallu l'entendre remercier le ciel que ce séjour s'achève enfin. Cependant, je ne veux pas m'en attrister outre mesure. Sa situation n'a rien de commun avec la mienne et les sentiments qui l'habitent, que je ne peux partager, sont de nature à lui faire prendre en aversion l'existence que nous menions à Brighton. Et me voici de retour en ces lieux, seule, aussi seule que l'on puisse l'être, à la vérité. Ce n'est pas seulement que, lorsque je m'éveille, je n'ai d'autre horizon qu'une nouvelle journée de solitude, sans autre commerce que celui de mon âme mélancolique. C'est qu'au milieu des soucis qui me rongent, des 1000 fléaux de ma position, et de toutes mes navrantes déconvenues, je n'ai ni appui ni consolation. Je suis lasse jusqu'à l'écœurement de moi-même. Quiconque fait si piètre figure dans la vie ne peut avoir été destiné à vivre.
J'ai la conviction que je mourrai jeune et cette idée est mon unique réconfort. Suis-je donc changé? Mais est-il une seule créature humaine qui puisse supporter bravement mes souffrances? Éploré, sans fortune, opprimé, ne comptant d'alliés que parmi les plus pauvres, je suis terrassée par l'adversité. Et pourtant, pendant tout un grand mois, j'ai été heureuse. C'est là la clé de l'énigme. Je n'ai besoin que de compagnie et de compassion, et le seul être que je chérisse de tout mon cœur n'en a que si peu à m'offrir. Voici que commence un long hiver sans fin. Que va-t-il advenir? Oh, qu'adviendra-t-il donc de moi? Ai-je jamais véritablement désespéré jusqu'à ce jour? Jamais. Je conservais toujours quelque espoir, enfoui au plus profond de moi-même. Il me subsistait en mon âme je ne sais quelle énergie invaincue qui me murmurait des promesses consolantes quand j'étais plongée dans la plus noire désolation. Mais aujourd'hui, de toutes les pensées qui me traversent l'esprit, il n'en est pas une qui ne soit lourde d'affliction. Ma tête est comme endolorie, mon cœur infortuné, est inondé d'amertume. Oh Dieu du ciel, si la souffrance humaine vous inspire un peu de pitié, dites-moi que faire. Je m'efforce de travailler, je m'efforce d'écrire, mais je ne peux vivre sans aimer ni être aimé privé de toute sympathie. Si cela m'est refusé, il ne me reste plus qu'à périr. Puisse ma dernière heure bientôt sonner. Charles Shelley est mort ce mois-ci. Percy est désormais l'unique héritier de Shelley. Charles Shelley était le fils de Shelley et de sa première épouse, Harriet, née alors que le poète vivait déjà avec Mary. Traité en héritier par Sir Timothy, le jeune garçon était mort de tuberculose le 14 septembre, peu avant son 12e anniversaire. C'est terrible. C'est vrai que Mary Shelley, je ne sais plus si elle avait 4 enfants et qu'elle en a perdu 3 avant que Shelley ne meure. Je continue. On ne va pas s'arrêter comme ça. 1827, 14 février. Il s'est fait en moi un grand changement depuis ma dernière entrée. Je me suis débattue contre ma destinée. Longtemps j'ai été en proie à la plus noire affliction. Mon âme ployait sous ces mots. Mais passés les 3 jours qui ont suivi mon retour de Brighton, j'ai connu par moments une sérénité qui allait parfois jusqu'au bonheur. Oui, j'étais heureuse auprès de Jane, heureuse encore lorsque je me penchais sur mon grec. Si j'avais 60 ans, je n'aurais guère lieu de me plaindre de ma situation. Je n'ai donc qu'à oublier que je n'ai pas même atteint la moitié de cet âge. Ce n'est pas si aisé. Néanmoins, je me suis sentie en paix la plupart du temps. Je pressentais depuis l'automne dernier quelques changements majeurs et étrangement cela s'est vérifié. Voici ce que disent les sortes Virgilianae. Les sortes Virgilianae. Haec e fata silet, pallor simul occupat ora. Pardon, je mélange mon latin et je ne sais quelle langue. Je vais recommencer. Voici ce que disent les sortes Virgilianae. Haec e fata silet, pallor simul occupat ora, cum tacet omnis ager, pecudes, pictae volucres succedunt. Animas inaperta pericula mitunt. El tiempo vuelve y bulen esperanza. Yo estoy atento a ver qué ha de ser esto. Mi corazón tan flaco no es dispuesto a sostener las prósperas mudanzas. Señales hay de no sé qué bonanzas. No las tengo por buenas si son presto. Ver en mis enemigos tan buen gesto me pone más dudosas confianzas. Yo estaba sosegado en mis tristuras, muy contento y muy determinado, teniendo hartas las mis desventuras, estando así, sin gozos ni amarguras, en soledad, del bien todo olvidado, revuelven a matarme sus blanduras. Traduction du latin. Sur ces mots, elle se tait.
et la pâleur se répand sur ses traits. La contrée entière, le bétail et les oiseaux colorés sont plongés dans le silence. Ils avancent et exposent leur vie à des périls manifestes. Juan Boscan Almogávar, sonnet 28. La roue du temps tourne et de nouveaux espoirs frémissent. J'attends et j'observe. Qu'adviendra-t-il de tout cela ? Mon cœur trop faible n'est pas prêt à affronter ces changements favorables. Quelques signes annoncent je ne sais quel bienfait. Il ne me semble guère propice s'ils viennent trop vite. Voir mes ennemis me tendre la main m'incline plus au doute qu'à la confiance. J'avais retrouvé la paix au cœur même de ma tristesse, satisfait d'être enfin décidé et lassé de mes malheurs. En cet état sans joie ni douleur, dans la solitude, oublié par le bonheur, sa tendresse revient me tuer. Et je vais m'arrêter là. C'était juste un petit extrait. Je ne sais pas danser sur mes orteils, nul homme ne m'a instruite, mais maintes fois, en pensée, une jubilation me saisit, que si j'étais experte en ballet, se traduirait en cabriole à faire pâlir une troupe, ou rendre une étoile folle, et sans avoir de robe de tulle, ni de frisottis sur la tête, ni sautiller pour des publics, comme un oiseau, une griffe en l'air, ni lancer mon corps en boule d'éder, ni rouler sur des roues de neige avant d'être hors de vue, dans le son, tant la salle m'acclame. Ni que l'on sache que je sais l'art dont je parle à l'aise ici, ni qu'aucune affiche ne me vante, c'est plein comme l'opéra. Je me suis trompée de livre, c'est pas celui-ci que je voulais. Ah, je l'ai l'autre. I tried to think a lonelier thing than any I had seen. Some polar expiation. Je vais pas y arriver. Je vais pas arriver entre les langues là, j'y arrive pas. I tried to think a lonelier thing than any I had seen. Je vais vous le lire en français. On va faire ça. J'essayais d'imaginer solitude pire qu'aucune que j'ai jamais vue, une expiation polaire, un présage dans l'os de l'atrocement proche mort. Je fouillais l'irrécupérable pour y puiser mon double, un réconfort hagard surgit, de l'idée que quelque part, à portée des griffes de la pensée, demeure une autre créature de l'amour céleste, oubliée. Je grattais à notre paroi. Comme on doit forcer les murs entre un jumeau de l'horreur et soi dans les cellules contiguës. Je parvins presque à étreindre sa main. Ce devint une telle volupté que tout comme moi, j'avais pitié de lui. Peut-être avait-il pitié de moi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette petite guêpe ? Je vais ouvrir ça au hasard. J'ai encore 4 livres et après c'est fini. Je viens d'ouvrir cette page-là, alors je vais lire cette page-là. Le travail de mourir. Claude Rouillet, Emmanuel Pagano, Les Inaperçus.
La nuit qui avait suivi la présentation en privé de mon oncle, c'est moi cette fois qui avais fait un rêve. J'avais rêvé d'une salle dédiée au travail de mourir, comme les salles de naissance dans les hôpitaux, ces salles réservées au travail de naître. On invitait la femme de l'homme ou le mari de la femme en train de mourir à pénétrer dans cette salle gentiment. On lui disait « Entrez en salle de mort », comme on invite le futur papa à venir en salle de naissance, parfois appelée salle de travail. Dans cette salle, les proches pouvaient soutenir le mourant, lui donner à boire, lui parler une dernière fois, l'aider à mettre ses affaires en ordre, choisir ses habits pour les obsèques. Des fers à repasser étaient proposés en location pour que les morts se présentent à la cérémonie bien repassés. On pouvait aussi préparer, peigner, redresser le mourant, l'aider à tenir debout pour le grand portrait en pied posé au-dessus des tombes. Un photographe, comme à la maternité, passait immortaliser chaque futur mort. Ce portrait était ensuite placé au cimetière dans le cadre d'une porte-fenêtre, contre-collée sur un panneau derrière la vitre. Cette vitre n'était pas condamnée. On pouvait toujours l'ouvrir et la fermer. La porte-fenêtre parfois était remplacée par une simple fenêtre et le portrait en pied par un simple buste. Pour les familles aux revenus modestes, mais toujours il était ouvrable et refermable au-dessus de la tombe pour laisser l'esprit du mort entrer et sortir. Si l'on avait déjà réglé tout ça et que l'on souhaitait juste passer un peu de temps avec le mourant dans l'intimité, on accrochait un petit écriteau sur la poignée de la porte de la salle de mort, comme les écriteaux des chambres des hôtels, sur lequel était écrit « Mourant au travail, ne pas déranger ». Juste avant d'ouvrir les yeux, j'avais dans mon rêve tourné l'écriteau au verso duquel une autre phrase disait « Rêveur au travail, ne pas réveiller ». Et moi, tout à l'heure, j'ai ouvert la dernière. C'est un nouveau mariage. Elle a raison. Elle est mariée à un mort maintenant. Et je crois que ça veut dire qu'elle est fiancée à la mort elle-même, que ce sera bientôt elle, la toute réduite, la brûlée, la gris foncé. Ma tante, tout en couleur dans le gris, deviendra cendre, deviendra grise elle aussi. Et quand ma tante préférée aura complètement disparu, je ne sais pas ce qu'il restera d'ici, cet ici de là-bas qui est chez moi, ce qu'il restera du bariolage dans le tout en gris, de la machine à tricoter et écrire, des cactus, des cygnes, des grenouilles, de la laque et des carottes crues. Et voilà. Alors, il y a des belles photos qui sont de Claude Rouillet. Pas seulement des photos d'ailleurs. Et Emmanuel Pagano, donc, a écrit les textes. Et alors ? L'autre jour, je voulais reprendre la lecture de Bernanos. Et je ne l'ai pas fait, mais bientôt. J'abandonne rarement les lectures en fait. Vous allez vous dire, mais elle est gaie aujourd'hui, c'est pas possible. Je vous en lis 2 ou 3. Non, pas celle-ci, je l'ai déjà lue. Pardon. J'adore ce poème-là, mais non.
ça que je faisais. Cent ans plus tard, personne ne reconnaît l'endroit, l'agonie qui s'est figée là, immobile comme la paix. Les herbes ont triomphé partout, des inconnus se sont penchés sur l'orthographe indéchiffrable des aînés morts. Les vents des champs d'été se souviennent du chemin, l'intuition retrouvant la clé perdue par la mémoire. After 100 years, nobody knows the place, agony, that enacted there, motionless as peace. With triumphant ranged, strangers strolled and spelled at the lone orthography of the elder dead. Winds of summer fields recollect the way, instinct picking up the key, dropped by memory. Une petite fourmi. Chaque ami perdu prend une part de nous-mêmes. Un croissant attend toujours, qui, telle la lune, en quelques nuits troubles, est convoqué par les marées. Each that we lose takes part of us, a question still abides, which like the moon, some turbid night, is summoned by the tides. Là, je suis pas sûre de mon anglais. Je suis pas assez. La vie intérieure, archive de la joie, Jean-François Beauchemin. En revenant hier par le petit chemin de terre, je me suis arrêtée chez mon vieux voisin retiré au fond de ses bois. Comme toujours, j'ai trouvé sa conversation éblouissante et sa pensée mise au service de sa vie intérieure extraordinairement dépourvue d'artifice. On devinait qu'il avait souffert, mais qu'il avait opposé à cette souffrance une sorte de douceur déraisonnable. Il y avait au milieu de lui une âme comme sauvée des eaux et ramenée par une grande crue. Son chien, hésitant entre le sommeil et ma compagnie, allait et venait de la table à la modeste moquette qui lui servait de lit. Une pâle lumière traversait la vitre et venait se répandre sur les meubles. Ses poèmes étaient beaux. Sa façon de les écrire, puis de me les lire, me faisait encore songer à Guillaume Apollinaire, dont l'art n'était fondé sur aucune théorie, mais sur un principe en somme assez simple voulant que l'acte de créer devait s'en remettre presque totalement à l'intuition et à l'imagination, sans jamais s'éloigner de la vie et de la nature. À un moment, il m'a dit ceci : « Je deviens vieux et pourtant j'ai été inconcevablement heureux aujourd'hui. » Puis, à un autre moment, quelle chance d'avoir encore tout ce temps à vivre. Étant donné son âge, c'est une phrase qui sur le coup m'a tout de même un peu étonnée. Mais sur le chemin du retour, je me suis dit que certaines personnes, quoique bel et bien sorties de l'enfance, gardaient peut-être de cette époque de la vie sa merveilleuse impression d'un temps allongé presque à l'infini. On disait partout de lui qu'il était un peu fou et, franchement, il me serait difficile de développer mes arguments pour contrer cette idée. Mais ce que je comprenais, c'est qu'il y avait surtout trop de vie en lui pour un seul corps. Son esprit assoiffé ne contenait aucune marque de sagesse, mais j'y repérais côte à côte des exemples de sentiments passionnés, de pensées lucides et turbulentes, de paroles planétaires et obstinément poétiques. Presque rien ne lui arrivait. Ses seules actions étaient celles d'un homme s'occupant des pommes de terre poussant dans son jardin, ou dénombrant le soir quelques étoiles familières, ou lisant un livre sur la véranda, ou encore jetant un peu de pain au canard de l'étang. On voyait par l'entremise de ces gestes-là son âme apparaître à la surface de son corps, affleurer comme une plante dans les replis d'une formation géologique. Je m'étais aperçue, à force de l'observer, que pratiquement tout le reste dans sa vie demeurait non pas accessoire,
mais comme obéissant au mouvement de cette âme. Un jour, je me suis essayée à l'écriture d'un livre dont il était le héros. Puis j'ai renoncé parce que, comme il m'arrive souvent, je me suis heurtée à mes manigances d'écrivain, à ma vieille tentation de donner aux phrases des formes dont elles n'avaient pas besoin, d'habiller ces pages pourtant destinées à rester nues. N'empêche, l'idée infiniment émouvante de mettre en scène des hommes et des femmes usant simplement de leur force, traversés par leurs songes et poussés par la seule autorité de leur vie intérieure, continue de me hanter. Ces derniers mots, ce jour-là, ont été en tout cas d'une prophétique clarté. C'étaient ceux d'un homme inlassablement ému par l'amour, sans lequel, m'a-t-il soufflé à la fin en caressant son chien, la vie n'est rien. Et je vois la fraternité derrière, et je me dis pourquoi pas. Allez, j'enchaîne sur la fraternité, je ne sais pas si je vous l'ai lu déjà. La fraternité. Au milieu de la nuit dernière, répondant peut-être à une autre de ses intuitions secrètes, mon chien Camus a tenu à me réveiller pour que je l'accompagne dans la forêt. Oui, j'ai obtempéré à sa demande, sachant que de toute façon il ne me laisserait plus me rendormir. La petite lampe à huile éclairait bien faiblement le sentier, mais je crois que ce que Camus cherchait ne nécessitait pas tant de recourir à cette sorte de lumière. Je le laissais me guider. Sa connaissance profonde de ces bois lui permettait d'avancer rapidement vers l'objectif. J'avais tort de m'étonner d'une telle cartographie mentale chez un être intéressé depuis toujours par les jeux de l'esprit. Cet esprit d'ailleurs avait été son maître bien davantage que moi. Il me le prouvait cette nuit encore en ignorant formidablement mes directives, mes suggestions, mes points de vue. 20 minutes de cette excursion. Parmi les ombres ont suffi à nous mener là où mon compagnon avait rendez-vous. Un chevreuil, foudroyé par je ne sais quelle force, gisait là devant nous. On devinait à la chaleur qui se dégageait encore de la chair que la mort l'avait traversé à peine quelques minutes plus tôt. J'ai vu mon chien se recueillir comme devant une tombe auprès de ce corps inanimé. Aucun souffle n'agitait l'air. Partout autour, la forêt était totalement silencieuse. Un peu de temps est passé. Puis Camus a émergé de son étrange méditation, m'a regardé avec une espèce de douceur douloureuse et, s'engageant sur le sentier en sens inverse, a repris le chemin de la maison. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre écoute plutôt. Et je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, un peu de fraîcheur. Faites bien attention à vous surtout. Et n'oubliez pas de respirer. Ça m'arrive des fois. C'est très beau. Je ne vais pas forcément vous montrer, vous allez dire oui, c'est très beau. Non, je ne suis pas sûre que vous voyez bien, c'est surtout ça. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles lectures. D'ailleurs, je vais en faire une autre. Merci encore.